Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Florent Gabriel, CEO de Blob, que vous avez eu récemment sur le podcast, et aussi Kevin, alias Monsieur TK, qui est bien connu sur les réseaux sociaux, avec sa chaîne YouTube et tous les décryptages de l'actu crypto qu'il peut nous faire. Donc bonjour Florent, bonjour Kevin, comment allez-vous ? Très bien Thibaut, j'espère que tu vas bien, vous allez bien les gars. Pareil, je vais très très bien et merci encore une fois pour cette invitation. Eh ben, c'est un vrai plaisir de vous recevoir parce qu'on va aborder un sujet qui est, je pense, passionnant. En tout cas, moi, me passionne et ce sera, je pense, aussi le cas de l'audience. C'est l'installation de la ferme de minage orchestrée par Blob, donc ta société, Florent, et où Kevin a filé un petit coup de main. Et on va voir justement à quel point Kevin s'est impliqué dans cette installation-là. Donc, ça va être passionnant de voir comment vous avez installé tout ça. Donc, ça va être le sujet du jour. J'invite les gens qui ne connaissent pas Blob ou Florent ou Kevin, Monsieur TK, à aller regarder, écouter les épisodes de podcast qu'on a fait chacun séparément de notre côté. Donc, je mettrai bien évidemment les liens en description de cet épisode. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous connaissez ? Je ne vais pas faire un rappel de parcours de chacun parce que ça pourrait prendre du temps et l'idée, c'est d'amener de la valeur sur l'installation de la ferme de minage. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu, finalement, comment vous vous êtes rencontrés ? Comment vous vous êtes sans doute appréciés, vu que vous avez finalement bossé un peu ensemble, et comment tout ça s'est articulé pour que Kevin, Monsieur TK, arrive en Islande et file un coup de main à Blob pour l'installation de cette ferme en Islande. Tu veux y aller, Flo, ou j'y vais ? Vas-y Kevin. Écoute, donc pour faire simple, il faut savoir que à l'époque, quand on s'est rencontrés, le monde du minage était vraiment minuscule. Hein. Il est d'ailleurs toujours pas très très grand, mais enfin le minage côté francophone, c'est quand même un tout petit milieu. On est très loin de ce qu'on peut imaginer, notamment aux États-Unis et autres. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, au final, quand tu cherches de l'information, de la data, des données ou autres sur le minage, eh bien au final, tu retombes à peu près tout le temps sur les mêmes personnes. Ce qui fait que on s'est rencontrés relativement tôt avec Flo et on avait vraiment on a tout de suite sympathisé, tu vois. Donc on est parti directement sur un principe d'être plutôt potes plutôt que par exemple juste des collègues de travail, si je puis dire. On a la même vision, on s'entend très bien, on s'amuse bien ensemble, de sorte qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des événements crypto, on va dire, et où on est bien entendu présents tous les deux, eh bien très très souvent, on se retrouve et on passe l'événement ensemble, ou s'il y a des soirées, on finit les soirées ensemble, etc., etc. Parce qu'au final, on a beaucoup d'affinités, et en fait, c'est ce qui fait que de nos jours, on est avant toute chose vraiment des amis, plus que des simples personnes avec qui on pourrait éventuellement travailler pour un job. Et c'est vrai que ça fait super plaisir parce que vraiment, moi en tout cas, je me sens, quand je suis avec Flo, je suis vraiment comme avec mes potes et tout, et je sais que je vais passer un bon moment, quoi. Merci Kevin, ça me plaît beaucoup. Je vais pleurer en live. Non ouais, comme il disait Kevin, on est devenus des potes, c'est très rapidement. Et à la base, moi, j'avais pas d'entreprise. On s'est connus sur les Discord de mining tout au début, et c'était vraiment un petit monde. Il y avait Kevin dans Crypto Alliance, il y avait Jus de la ferme du mineur, il y avait moi avec Mining Market, il y avait Crypto Bar, il y avait les mineurs français, il y avait Maxime de Métis Mining aussi qui fait CryptoSer la semaine prochaine, où on sera d'ailleurs sûrement tous dans l'écosystème. Donc, c'était vraiment un tout petit milieu, et Kevin fait partie des personnes qui m'ont beaucoup appris, avec Molol aussi, Zelix de Easy Mining, tous ces gens. En fait, quand j'ai commencé le mining, moi j'ai commencé tard, j'ai commencé en 2019, Julien, mon associé, en 2016, qui était aussi sur ces Discords-là. Et en fait, il y a eu vraiment cette synergie de tout le monde qui s'est entraidé, chacun faisait les essais, et petit à petit, on est passé des petits mineurs de garage aux mineurs industriels, en fait. Hein. D'accord. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est qu'on voit l'aspect communautaire à travers toute cette industrie. Et on voit que toi, tu es arrivé un peu plus tard, finalement, peut-être que d'autres. Mais je pense qu'avec ton bagage, enfin voilà, je renvoie vers ton épisode, mais toi, tu as quand même une sacrée expérience dans tout ce qui est électricité, optimisation. Et donc, forcément, tu as vite pris le pli. Et au fur et à mesure, finalement, vous avez décidé de faire une sorte de projet ensemble, là, en Islande. Est-ce que c'est le premier projet que vous faisiez vraiment ensemble ou est-ce que vous aviez fait d'autres choses ensemble ?
Non, c'est le premier projet qu'on a fait vraiment industriellement ensemble. Et d'ailleurs, c'est le premier projet de Blob, même si on en a fait d'autres avant, avec Mining Market, avec l'ancienne boîte où on était. Mais là, c'était vraiment la première grosse install avec justement avec Kevin. Et j'espère pas la dernière. Et je l'avais appelé, je dis, est-ce que ça te dirait de passer une semaine en Islande à installer des mineurs juste avant Noël avec une potentielle menace d'un volcan qui explose? J'ai dit, est-ce que tu te sens l'aventure ou pas? Et Ouais, il est venu et c'était top. c'était Je suis vraiment ça d'accord. en fait. Il m'a téléphoné genre une semaine avant le départ, enfin avant la date fatidique, et on était 2 semaines avant Noël. Donc tu vois, moi j'avais commencé tout doucement à lever le pied côté boulot, on va dire. Hein. Je me préparais à passer les fêtes en famille avec les amis et tout. Et une semaine, enfin 2 semaines avant Noël et donc une semaine avant le départ, Flo me téléphone. Elle me dit, écoute, voilà, on va installer la première ferme de minage de blob en Islande. Et est-ce que ça te tente? Est-ce que tu veux venir voir ça? Et moi, premièrement, ça m'a fait super plaisir qu'il ait pensé à moi. Ça, c'est clair parce que voilà, c'est ultra plaisant. Et puis, accessoirement, moi, j'avais jamais vu de vraies fermes de minage parce que, comme, enfin, Flo pourra probablement le dire, moi, j'avais déjà vu ce qu'on appelle des fermettes. Donc, c'est déjà des grosses installations. Moi, j'ai l'habitude, en tout cas chez moi, d'avoir ce que je peux appeler une installation sympa, mais je suis très loin de ce qu'on a pu voir en Islande. Et donc là, c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. C'était l'occasion de visiter une vraie ferme de minage. Et puis, quand tu es passionné de matos, de hardware, de minage, bah, c'est un peu comme quand, si tu es passionné de voiture, tu aimes bien aller au salon de l'auto pour voir les bagnoles. Bah, quand tu es passionné de minage, tu aimes bien aller dans une ferme de minage, voir le matos. Donc là, c'était vraiment l'occasion de tout faire en même temps. Et donc, c'était vraiment sympa. Ouais, et en fait, tu es passé de toi, tu as un setup déjà un peu poussé, chez toi, et là, tu es vraiment passé, à l'échelle industrielle, quoi. Et c'est ça où c'est comme, c'est pas Disneyland quand tu es gosse, mais c'est vraiment ce côté parce que c'est en plus, c'est de la passion, tu vois? On sent que, enfin, c'est notre boulot au quotidien, ce marché-là et puis le mining, c'est vraiment, je pense, une passion pour, se lancer là-dedans. Donc c'est vraiment, ouais, tu fais un parc d'attractions de minage, quoi. Ça doit être C'est fou ça. et c'est pour ça que je voulais vraiment saisir cette opportunité de vous inviter sur ce podcast parce que, bah, là, tous les 2, vous pouvez nous faire un retour d'expérience. Vous avez passé donc quelques jours, ça s'est déroulé combien de temps? Une semaine, en Islande? Ouais, ça s'est fait en 4 jours, ouais, en 4 jours. Donc, 4 jours? Et en fait, c'était quoi pourquoi on a l'objectif? l'objectif, c'était vraiment d'installer les machines et de créer du contenu sur place. On aurait pu déléguer toute l'install, mais comme c'est la première l'install de base, il faut faire l'infra-réseau, il faut mettre les machines en place, il faut même vérifier que tout soit bon avec le data center. Il faut qu'on se déplace absolument sur place. La date d'installation a été vraiment incertaine. Je parlais avec Kevin depuis début novembre quasiment, mais comme dans toute activité, il y a toujours des couacs. Donc, on a eu des couacs sur la livraison, on a eu des couacs avec les livreurs, on a eu des couacs avec le volcan, enfin, c'était un enchaînement de couacs, mais qui en soi ne me font pas peur, parce que comme tu l'as dit avant, dans l'autre podcast qu'on a fait ensemble, moi je suis issu de l'énergie, donc j'étais 7 ans électrotechnicien sur un barrage hydroélectrique. Des couacs, que ce soit dans le chantier, dans du bâtiment ou dans de l'industrie, c'est normal en fait, c'est des problématiques industrielles qui se règlent et à chaque fois, on prend le retour d'expérience, on fait en sorte que ça n'arrive plus la prochaine fois ou voir ce qu'on peut optimiser. Bon, là, en l'occurrence, un volcan, c'est compliqué. Mais c'est vrai que sur la livraison, on a eu un choix fatidique à faire. C'est que, vu qu'il y a eu ce tremblement de terre, tous les avions ont été annulés sur fin novembre à cause du volcan. Et les coûts du transport aérien ont fait x2, x3, x4. On est passé, je peux dire des chiffres, hein, on est passé enfin, ouais, non, je vais pas les dire, mais de dizaines de milliers d'euros et on les multiplie ça par 3, quoi. Euh, alors que c'était déjà facturé aux clients, le transport et tout, mais bon, on a pris sur nous, sur notre marge, ça fait partie. Et on avait eu un choix, c'était est-ce qu'on transporte tout par bateau et les clients ils vont miner fin janvier et ça nous coûte 2 fois ou 3 fois moins cher, ou est-ce qu'on reste sur notre promesse qui était les clients vont miner avant Noël ou pour Noël. Et on s'est bougé les fesses, on a annulé tout ce qu'on avait prévu et on est parti à l'arrache totale. J'ai appelé Kevin, j'ai dit bon le départ c'est là. et, Et euh, et et on va installer bizarrement, les ça ne me machines. surprend pas venant de toi, avec toutes les péripéties que finalement tu partes à l'aventure et que tu tiennes tes promesses. Au final, c'est quand même le plus important, quoi. Tu as fait un choix fort à ce moment-là. C'était un choix fort, je vais pas vous mentir, j'ai hésité quand même quelques secondes parce que ça nous permettait d'économiser quelques milliers d'euros, de décaler l'installation des machines, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et dans un de mes posts LinkedIn, j'en parle,
Quand je sais pas prendre une décision ou que j'applique tout un process, un filtre de décision, et le premier filtre, c'est mes valeurs. Est-ce que ça passe le filtre de mes valeurs? Oui, non, bah en fait, ça va même pas passer. Je fais non, c'est pas dans mes valeurs de promettre un truc et que je pourrais le tenir pour de l'argent et je le fais pas. Non, non, c'est bon, on y va. C'est no-brainer, on y va. Mais j'ai D'accord. eu Et l'hésitation quelques secondes quand même, hein. Je me suis dit, purée, si on livre par bateau. mais c'est normal. Attends, ça a impliqué beaucoup de choses, financièrement et puis vous venez de lancer la boîte, enfin, Ouais, le c'est tremblement de terre capital comme décision. et exactement, on vient de lancer la boîte et c'est juste avant Noël, ma femme avec mon gamin, est-ce que je vais les voir à Noël ou pas? D'ailleurs, on s'est tous posé la question, hein, le jour du volcan. C'est Bah Ouais, oui et c'est puis clair. ça a duré cette éruption là, ça traîne quoi. ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que pour la petite anecdote, c'est que le jour même, en fin de compte, avant que le volcan explose, euh, d'ailleurs tout le monde nous a dit avant de partir, mais vous êtes sûr que vous voulez partir? Je dis ouais, c'est bon, ça va le faire. Et le jour où le volcan explose, le matin, Kevin il reçoit un appel de la compagnie aérienne qui lui dit bah il y a une grève des contrôleurs aériens, tous les avions sont annulés. Et alors là, Kevin, il me fait purée, Flo, je savais que t'étais un chat noir, hein, putain, c'est la merde, je vais pas passer Noël avec ma famille et tout. Et là, il y a Julien qui dit, mon associé dans la voiture à l'arrière, fait non, mais t'inquiète, t'es avec Flo, c'est un chat noir, ce mec, mais à chaque fois, il y a un truc mieux qui arrive. Ne panique pas, il va sûrement arriver un truc de fou qui va te permettre de rentrer chez toi pour Noël. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment le jour, enfin un peu avant que le volcan n'ait une éruption, moi je reçois, comme il dit, un message des compagnies aériennes qui disent que tous les vols sont annulés à cause de la grève des contrôleurs aériens. Donc c'était vraiment ça. Et donc il n'y avait plus aucun avion qui volait. Il n'y avait plus moyen donc ni d'atterrir ni de décoller d'Islande. Et je m'étais dit bon ok, j'ai quelques jours de rab pour éventuellement décaler avant Noël, enfin pour être de retour avant Noël. Mais à un moment donné, on était même en train de regarder si on n'avait pas rentré en bateau, quoi. On était en train de voir s'il n'y avait pas moyen de se taper sur un bateau pour quitter le truc. Et puis c'est vrai que le soir même, on avait le volcan qui entrait en éruption. Et d'ailleurs, enfin, moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué sur le séjour, en dehors de la ferme de minage, hein. C'est la façon dont on a appris l'annonce du volcan, parce qu'on C'est était, énorme. on avait bossé toute la journée dans le data center. On avait bien bossé, on était un peu rincé par ça, et on avait été au Forest Lagoon, donc qui sont des sources chaudes le soir pour se détendre, hein. Donc on se pose au Forest Lagoon, on boit un verre, etc., etc. On discute. Et puis il était quasiment, je sais plus, 23 heures ou minuit, et Ouais. le truc allait fermer. Et donc on sort, on commence à se changer, se rhabiller. Et là, il y a des Islandais qui sont en train de regarder sur leur téléphone, leur smartphone, et qui sont en train, enfin, on entend qu'il y a un peu d'agitation, quoi. Et on va les voir pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'ils soient autant excités. Et en fait, moi, je me rappelle, j'ai pas tilté. Il montre la vidéo du volcan. L'image. Ouais. Et je dis, ah ouais, c'est super sympa, c'est beau. Et en fait, le gars me dit, non, non, c'est maintenant, maintenant. Et là, je fais, oh non, pas ça, pas maintenant. Ouais, donc on a eu le volcan. Et le lendemain, je recevais un message de nouveau des compagnies aériennes qui disaient que la grève forcément était annulée, et que tant que les avions pouvaient voler, bah, ils feraient tourner un max Rentre chez d'avions vous. pour que les gens rentrent chez eux, quoi. Finalement, ça t'a permis de faire les Alors, fêtes, chez toi quoi. C'est un truc de Ah dingue. ouais. je vous dis pas comment il m'a presque insulté dans la bagnole quand le volcan il a pété, hein. Il m'a dit putain, Flo, un volcan, un volcan. Et moi j'étais là, non mais t'inquiète, t'es pas. Je lui ai dit, Kevin, t'as pas le droit de me traiter de chat noir et de m'insulter tant que t'es pas chez toi à Noël. J'ai dit, tu vas voir, il va se passer un truc, on va pouvoir rentrer. Ça se trouve, il y a un mec qui va atterrir avec un jet privé, il va nous dire montez les lapins, rentrez chez vous. J'ai dit, tu vas voir. Et quelques heures après, ouais, il a l'appel de la compagnie aérienne, la grève est annulée, rentrez tous chez vous dans les avions au plus tôt possible, quoi. Parce que ce Incroyable qu'il faut savoir, et c'est que le volcan, il est genre à 15 bornes de l'aéroport, quoi. Ouais, ouais, il est vraiment à côté, hein. On l'a ah vu d'ailleurs oui, quand on est OK. repassé, quand on est retourné à l'aéroport Ouais, tout était pour rouge dans aller le à ciel, l'hôtel. hein. On voyait donc on pouvait pas y aller parce que toutes les routes sont fermées vers là, mais tu voyais la couleur du ciel toute rouge. On voyait même au loin les jets de lave. Donc ouais, c'était impressionnant. Ouais, parce que bien sûr, moi, je voulais y aller, hein. Je voulais aller voir. Moi, je suis un peu inconscient, quoi. Ouais, s'il n'y avait pas eu la police, je pense qu'on allait au pied, hein, regardez ce truc.
Ah, tu devais faire des prises de vue avec le drone, donc. Ouais, je voulais y aller avec le drone, il y avait trop de vent. Extraordinaire. Et du Ouais, coup, c'était marrant. là, donc c'est l'impact a été finalement bénéfique pour pouvoir rentrer, pour annuler, on va dire, cette Ouais. grève. Mais, pour la ferme, qu'est-ce que ça implique, ce type d'événement? Est-ce qu'il y a un risque? La ferme, elle est de toute façon, elle est sécurisée bien plus loin que le volcan. Enfin, Alors, est-ce qu'il y a un impact? Vous avez fait une analyse de risque par rapport à ça, pour la ferme? ouais. Ouais, oui et non. Oui et non. Donc ce volcan-là, ça fait quand même quelques mois qu'il tremblait un peu et qu'il pensait qu'il allait y avoir une faille à ce niveau-là. Et il y avait le choix entre 2 data centers. Nous, on a pris un data center qui est tout au nord de l'Islande, donc qui était à 500 kilomètres de l'éruption. Donc on l'a pas vu, on l'a pas senti, on était vraiment tout au nord. C'est comme si un volcan, il pète à Marseille et tu es à Paris, tu vois, ça va. Euh, donc nous, on n'a pas été impacté. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'autre data center, je crois qu'il était à 10 kilomètres de la faille, hein. Et là, t'aurais rien pu faire, hein, malheureusement, hein. T'aurais vraiment rien pu faire. Oui, donc là, c'est à nouveau un bon choix. Vous avez choisi le bon data center, quoi. Ouais, ils n'ont pas eu de soucis, l'autre non plus, mais c'est vrai qu'ils ont eu un peu plus chaud parce que, en fait, l'usine de géothermie qui fait le Blue Lagoon, qui est connue en Islande, c'est la même qui alimente le data center du sud. Donc, si l'usine a été touchée et qu'il y avait plus d'électricité, c'était plus d'électricité au data center non plus, quoi, pendant le temps de. Donc, c'est les risques, hein. De Ouais. toute façon, quand on choisit un site de minage sur la planète, moi j'étudie selon 5-6 facteurs si on peut y aller ou pas. La géopolitique étant un des plus gros avec le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité, effectivement, on est plus cher dans des pays du Nord, mais ça se compense par une sécurité politique, une bonne géopolitique, un super climat, une revente facilitée des machines, parce que des machines qui ont tourné dans des pays du Nord se revendent bien plus facilement que des machines qui ont tourné dans le désert. Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte en fait pour avoir un minage rentable, hein. Et Ah on ne d'accord, ouais, choisit pas les OK. sites au hasard. Bah, c'était parfait de cette transition parce que justement, je voulais aussi que tu nous rappelles pourquoi avoir choisi l'Islande. Donc là, tu viens de le dire, tu as 5-6 critères, tu le mentionnes aussi dans l'épisode de podcast qu'on avait fait ensemble. Et donc effectivement, il y a toute cette, géographie qui est très importante et même à la revente. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la revente, si ta machine a été, en Islande, elle aura plus de valeur que si elle était, je sais pas, dans le désert ou dans un pays, Ah, qui c'est est sûr. moins clément en termes de conditions climatiques. Ouais, c'est sûr que si tu l'as fait tourner dans le désert du Wakanda, ta machine, c'est plutôt, faut l'envoyer jusqu'à qu'elle meure, quoi. C'est comme si tu avais une flotte de voitures. Tu vas pas acheter la dernière, je sais pas, la dernière Passat et la faire tourner, je sais pas, en Mauritanie ou à Djibouti ou je ne sais où. En général, les belles bagnoles, tu les fais tourner dans des pays qui sont plus chers. Et ensuite, tu les exportes dans des pays, au Maghreb ou je ne sais où, ou en Afrique, et elles font leur fin de vie là-bas. C'est comme ça que ça se passe, hein. On peut me crier dessus comme on veut. C'est la dure vie du capitalisme, hein. C'est comme ça. Donc, pour les machines de mining, c'est pareil. Envoyer des machines neuves, des S21, des S19K dans des pays où ça va être compliqué à revendre, où la machine va vieillir trop rapidement, c'est pour moi un mauvais choix stratégique. D'accord. Après, juste pour tempérer un tout petit peu, et là pour le coup, moi je suis d'accord avec ce que Flo explique, mais c'est vrai que en fonction des pays, bah, comme il l'a très bien dit, hein, tu as des avantages, tu as des inconvénients. Soit par exemple, tu as un tarif électrique extrêmement bas, mais par exemple, tu n'as pas la stabilité politique, donc à un moment donné, ça peut vite changer et ça peut être un gros problématique. Ou alors tu payes l'électricité plus cher, mais tu as d'autres contraintes, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois, le mineur qui va choisir ça, en fait, il a, à partir du moment où les fermes sont déjà implantées, il a toutes les cartes en main pour choisir. Donc, soit il se dit, OK, je préfère avoir un tarif électrique moins cher, mais par exemple, si c'est dans le désert, bah, quand il fait trop chaud, les machines ne tournent pas. Donc, tu payes moins cher, mais il y a des moments où la machine ne tourne pas. Ou au contraire, tu dis, bah, je vais aller, je sais pas, moi, me mettre dans un pays où l'électricité est pas chère, mais où le gouvernement est pas stable. Et donc, du jour au lendemain, les machines pourraient être saisies par le gouvernement pour une raison X ou Y, ou alors encore autre chose, quoi. Donc, c'est vraiment en fait un choix à faire. Et moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça dépend vraiment le risque que tu es prêt à prendre et la tolérance au risque que tu es prêt à avoir, quoi. Ouais, c'est le Oui, minage, c'est totalement. avant tout des rencontres, des gens qui ont tendu la main, Je m'y attendais. Non, mais, je vois très bien ce que Ouais, tu veux dire, effectivement, en fait, le gain est proportionnel au risque. C'est-à-dire que si tu décides d'aller dans un endroit où l'électricité est vraiment pas chère, c'est que forcément il y a un risque en face, c'est sûr. Qu'il soit géopolitique, géographique, qu'il soit en termes de lifetime de la machine, en termes de connexion Internet. Il y a toujours, et il n'y a pas un endroit parfait sur la planète. Il n'y en a pas. Sinon, on serait exactement. tous Il là-bas. faut faire,
Et il faut trouver le bon équilibre par rapport aux clients qu'on a et effectivement, OK et la vision qu'on a pour la boîte, quoi. OK, mais en tout cas, ça, c'est très clair et l'Islande, effectivement, de toute façon, est un pays comme, plutôt propice, hein. On le sait, maintenant depuis le temps, en tout cas, que moi, je regarde un peu le minage. On sait que l'Islande, c'est quand même, assez propice. Donc c'est intéressant que vous soyez, mis là-bas et est-ce qu'on peut zoomer un peu sur votre activité sur place? Le processus, en fait, que j'essaye de visualiser pendant ces quelques jours ensemble où vous avez, monté tout ça, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tout était déjà livré, vous aviez déjà, vous avez donc le local, enfin le data center, les machines étaient dans des cartons, elles étaient déjà sorties, vous aviez déjà des gars en plus sur place pour vous aider? Comment enfin, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de retour d'expérience, en 2-3 minutes chacun, de comment ça s'est passé, quoi? Comment vous avez, géré votre temps et quelles étaient les tâches principales? Alors, ça a commencé effectivement, les machines étaient déjà sur place, mais pas la totalité. Ça c'était le début des emmerdes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait avoir une livraison d'une centaine de machines en premier lieu qui devait arriver. Sauf qu'on s'est fait retenir, 1/3 des machines par la douane, enfin par la société qui aurait dû nous dédouaner les machines, parce que, ils ont décidé de nous envoyer les machines suite à l'éruption du volcan en 3 avions plutôt qu'en 1. Donc les avions, ça a coûté 3 fois plus, sauf que nous, c'était un devis de base. Et en fait, tu payes après ton coût réel. Mais le coût réel était 3 fois supérieur au prix qu'on avait décidé ensemble, en fait, hein, qui était dans le devis. Donc moi, j'ai refusé de payer 3 fois le prix parce qu'ils ont décidé, sans notre accord, de prendre 3 avions. Donc ça a bloqué les machines quelques jours, le temps qu'on trouve une solution. Ensuite, ils ont libéré quand même 2/3 des machines et un tiers qui est arrivé quelques jours après. Et on a payé, preuve de virement, etc. Donc après, une fois que les camions étaient là, c'était bon. Il y avait quand même une sacrée tempête de neige, hein, pour passer de la Ouais, capitale dans le tout au nord. nord, là où on était, parce que Kevin, il a roulé toute la route d'ailleurs, je crois à 50 km/h avec un Range Rover. On aurait dû avoir des pneus cloutés, on les a pas eu. Ouais, c'était la tempête de neige, hein. Franchement, c'était assez épique. C'est, enfin, c'était marrant sans être marrant. On rigolait jaune, hein, par moment dans la voiture, hein. On était là, on se dit, putain, on va y arriver, on Quand va elle pas y commençait à arriver. glisser, ouais. Parce que c'est pas tout plat, quoi, hein. Ça monte, ça descend, il y a des virages. Et, une fois que les machines étaient sur place, bah ouais, elles étaient sur palette dans des cartons. Il fallait, le premier job, hein, et ça prend vraiment beaucoup de temps, mine de rien, on se rend pas compte, c'est sortir les machines des cartons. Parce qu'en fait, tu as de la mousse qui les protège complètement, donc il faut sortir toutes les machines. Il faut préparer ton infraréseau, il faut préparer tes RJ45, enfin tes connecteurs Ethernet. Il faut préparer tes PDU, donc c'est les grosses multiprises pour les racks. Faut, faut faire un schéma d'implantation. Bon, moi, je le fais dans la tête, hein, je ne suis pas un pro réunion. Comment on va implanter les machines, de quel client, on va les mettre où, sur quel étage. Donc là, ensuite, Alors on ça installe ça, toutes par les exemple, machines. Florent, le schéma d'implantation, vous l'aviez préparé en amont ou vous avez décidé ça Non. sur place par rapport aux contraintes, qu'il y avait? Par rapport aux contraintes qu'il y a, et après, franchement, moi, je suis électrotech, hein, de formation, donc ça coule de source. J'ai pas besoin de réfléchir 10 ans. Il n'y a pas besoin de faire une réunion avant, quoi. On y va. C'est OK. c'est mon métier de base, quoi. Enfin, ça va paraître hyper hautain ou prétentieux ce que je veux dire, mais le mining de Bitcoin par rapport à de la vraie électrotechnique sur des barrages hydroélectriques ou dans l'énergie, mais c'est hyper gentil, quoi. C'est du TP pour BTS Électrotech, quoi. D'accord. C'est Non, mais très gentil. c'est super intéressant d'avoir ce retour. Enfin, moi Ah qui oui, n'y connais complètement, hein. rien, mais alors rien du tout, de t'entendre dire qu'effectivement, par rapport à d'autres montages bien plus techniques, finalement, le minage de Bitcoin, alors ça demande une certaine compétence, mais finalement, une fois qu'on l'a, bah, il y a pas 36 000 questions à se poser et puis, voilà, tu peux le faire en live sur place, en quelques minutes, tu anticipes les trucs, quoi. Donc, Exact. OK, ça, c'est intéressant. Après, ce qui va prendre vraiment plus de temps, c'est l'optimisation de machines. Typiquement, nos clients, ils étaient partis pour des S19 4 120 TH, et avec Julien, on a fait les optimisations sur place, et là, on continue à les faire d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont pas finies, hein, les overclocks. Et on a monté quasiment, voilà, on est à 90% de machines, on les a montées à 138 TH, donc c'est la puissance, hein, par bécane, donc on les a montées quasiment 20% de puissance en plus, pour la même efficience énergétique. Donc en fait, les clients, ils font 20% de renta de plus que prévu, en fait, de base, par rapport à ce qu'on avait convenu ensemble. Donc ça, c'est jackpot pour nos clients et pour nous aussi, hein, parce qu'on se rémunère sur 10% du net miné. C'est-à-dire que s'ils gagnent de l'argent, on en gagne. S'ils n'en gagnent pas, malheureusement, on n'en gagne pas non plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille, que notre rôle il est aussi là, c'est d'aligner les intérêts. C'est-à-dire que c'est de vendre les machines qu'on estime les meilleures, les dernières générations, de les optimiser au maximum pour que le client il soit rentable au max, pour que nous aussi.
Euh, et donc les optimisations machines, il y a des machines qui, Kevin il le sait très bien, avec les GPU c'est un peu pareil, il y en a qui tiennent l'overclock, il y en a qui tiennent Ouais. pas. Donc il y a 64 CPU par machine. Donc c'est chaque puce, il y en a qui vont pas tenir, il y en a qui vont tenir. Donc c'est comme s'il y avait 64 GPU x3 dans chaque ASIC à optimiser quand ça tient pas, c'est un vrai régal quoi. C'est Mais de la alors, chimie moi, quoi. moi qui n'y connais rien, tu as mentionné 2 modèles de machines, différentes, je crois. Vous avez beaucoup d'autres modèles différents qui nécessitent de faire du «spécifique» entre guillemets en termes de config ou En d'optimisation? fait, tant qu'on les a pas en main, on sait pas. Donc là, les S21, Julien est en train de travailler dessus. On en a commandé un qui arrive là dans 2-3 jours. C'est la dernière génération. On en a une centaine là qui vont arriver en Islande. Les S19K, on avait bien pianoté dessus avant, donc on savait. Mais effectivement, ouais, dès qu'on peut optimiser les machines, nous on les optimise. Donc on enlève le logiciel constructeur, l'OS, hein, comme c'est un Windows, tu enlèves le Windows, tu mets un Linux et tu fais de l'optimisation maison dessus en fait, hein. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on branche aussi, après, les machines, on les branche toutes sur le dashboard des clients. Donc, quand je branche les machines des clients dans le data center, chaque client a eu sa petite vidéo avec ses machines. Voilà, c'est tes machines, elles sont branchées, elles sont là, elles existent, regarde les numéros de série. Et donc, ça aussi, ça fait partie de l'install, hein, faire toutes ces vidéos, le contenu. Il faut dire la vérité, Flo faisait plus de vidéos que de brancher de machine, hein. Flo, il C'est vrai. était, Flo, il était plus dans l'aspect com, et il a bien raison, hein, que le branchement de machine sur le moment, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'étais en train d'installer les machines avec Julien qui filait un coup de main, et c'est vrai que Flo, on le voyait en train de faire devant toutes les machines des gens justement le message pour dire justement elles sont en cours de branchement ou elles sont branchées et ils vont pouvoir justement y avoir accès depuis leur tableau de bord. Mais c'est vrai que il y avait quand même du boulot parce qu'on en a branché combien? Une centaine, si je dis pas de bêtises, un truc Centaine, comme ouais. ça. Une centaine, ouais. Une Et oui, centaine, et mais en même chaque temps bécane, ça fait une quinzaine de kilos, hein, donc Ouais. et c'est une oui, tonne 5, et quoi. il faut se rendre compte pour ceux qui écoutent que, voilà, ceux qui donc investissent, la particularité de Blob, c'est qu'on détient, réellement les machines, hein. Enfin, on pourra en parler, mais c'est vraiment une facette clé de votre proposition. C'est que, bah, la personne, le client achète sa machine, qui détient, réellement sa machine. Donc c'est normal qu'il ait envie de voir où est-ce qu'elle est, à quel moment elle est branchée, et c'est vraiment super pour l'investisseur de voir ça, presque en temps réel maintenant sur les réseaux. Et et en plus, donc c'est bien de prendre du temps pour ça. Et en plus, c'est un investissement relativement conséquent. Alors, voilà, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc c'est bien d'avoir, quand même mis l'accent là-dessus, je pense, en termes de com, pour que les gens, voilà, c'est pas juste, une interface sur lequel on peut chatter éventuellement avec la team. Il y a vraiment ce côté, humain derrière avec, bah, on vous envoie les infos, ça branche, vous avez votre tableau de bord où vous avez en temps réel les données de vos machines. Enfin voilà, c'est quand même, poussé en termes d'interface et de suivi. Sauf La- si je dis la- une bêtise, mais Non, non, c'est exactement ça. La particularité, elle est là. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer Blob. En fait, Blob, c'est la société que j'aurais aimé rencontrer quand j'ai commencé le mining, tout simplement. Ça veut dire que, oui, la machine appartient au client. Surtout, elle mine directement sur son wallet. Donc, c'est de la crypto vierge qui arrive sur son wallet, pas de la crypto d'un exchange ou qu'on a conservé pendant un mois et on lui envoie à la fin. Jamais la crypto des clients ne passe sur nos wallets. Ça, c'était hyper important. Deuxièmement, c'était la transparence avec le dashboard accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Troisièmement, c'était d'avoir un service client qui ne soit pas un service client, c'est-à-dire que tous mes clients, je les ai sur WhatsApp, sauf ceux qui ne veulent pas, et c'est par mail, mais avec des échanges. S'ils me posent une question, je peux leur répondre rapidement, avec un service justement qui est plus premium. C'est pour ça qu'il y a un ticket d'entrée aussi qui est minimum autour des 10 000 euros, plutôt 12 000 d'ailleurs en ce moment avec la montée des machines. Le dernier point, parce que moi je suis un adepte de rendement passif, c'était que tout ce système soit le plus passif et transparent possible pour le client. C'est-à-dire que soit effectivement, comme dans d'autres sociétés, il peut payer son Ah, électricité en euros tous les mois, mais il peut également, on a développé un système, et on est les seuls à le faire, on est vraiment les seuls à le faire, qui va prendre l'électricité au fil de l'eau sur le minage. Donc la machine va miner dans deux wallets séparés, un wallet d'électricité et un wallet directement du client. Ce qui permet à la fin du mois de ne pas faire un virement, dire OK, je viens, je paye mon élève, je paye mes 10% de frais. Non, tout est prélevé automatiquement on-chain de façon totalement transparente. ah OK, c'est intéressant ça, tu vois? J'avais pas, retenu cette information-là. Donc il y a bien 2 wallets, une pour payer les frais et un où, bah, voilà, c'est vraiment le bénéfice, directement dans le wallet, quoi, avec des bitcoins fraîchement minés. Exact. OK, super intéressant. Et toi alors, Kevin, est-ce que tu peux nous faire un retour totalement objectif sur ton activité, sur peut-être l'organisation de Blob? Enfin, comment tu as non seulement comment tu as vécu cette expérience, tu peux nous faire un retour,
mais aussi, bah, voilà, tu amènes ton œil extérieur, complètement impartial, complètement objectif, même si vous vous entendez bien avec Florent. Est-ce que tu peux nous dire, bah, comment tu as trouvé ça? Est-ce que enfin, le branchement, je sais pas, les rafraîchissements des machines, enfin, toute ton expérience, est-ce que tu peux nous dire, bah, voilà, comment ça s'est passé et si tu considères que, je sais pas, Blob fait ça dans les règles de l'art et dans les bonnes pratiques que toi tu ferais pour toi, par exemple? Oui, donc premièrement, effectivement, moi c'était une grande première pour moi, donc j'avais jamais installé autant de machines, hein, comme tu l'as dit, c'est vraiment à l'échelle industrielle, donc j'avais jamais fait ça à une telle échelle. En ce qui concerne vraiment l'installation des machines et autres, c'est relativement simple, hein, puisque ok, comme Flo l'a dit, ça pèse son poids, c'est relativement lourd, donc il faut la sortir du carton, la préparer, elle est emballée dans un film plastique, faut la sortir, la brancher, etc., etc. Donc bon, si tu en as une ou deux, hein, c'est pas un problème. C'est vrai que là, quand on en a une centaine à mettre, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a rien d'impossible, hein. Il y a pas de complications comme on peut avoir avec le minage de GPU, hein. Là, tu as vraiment une boîte, enfin, un boîtier qui est vraiment all-in-one, hein, à part la partie, comme Flo l'a expliqué avec l'overclock, là, qui est différent, mais vraiment brancher la machine et la lancer miner, c'est relativement simple. Moi, j'étais pas non plus étonné, puisque en dehors, hein, de l'activité, voilà, de création de contenu et tout ça, moi, avant, j'ai bossé pendant 10 ans en industrie, et en tout cas, tout ce que j'ai vu au niveau de l'installation électrique, des branchements et autres, j'étais habitué avec ça au niveau de ce que j'avais connu dans mon job passé, si je puis dire. Donc là-dessus, j'étais vraiment en terrain conquis, il n'y avait pas de surprise. Donc à ce niveau-là, franchement, ça s'est bien passé. Et puis, vraiment, en tout cas, au niveau de ce que j'ai vu justement de ce que Flo a fait, donc de Blob, et aussi, il n'est pas présent, mais il faut aussi remercier énormément Julien, qui est vraiment la partie technique, comme Flo l'a dit, hein. Julien, c'est vraiment le techos par excellence, qui va s'occuper vraiment d'optimiser aux petits oignons les machines pour en tirer le meilleur parti. Et ça, c'est un vrai travail aussi, hein. C'est pas juste brancher la machine, il faut pouvoir l'optimiser. Et pour ça, Julien est vraiment un véritable crack. Et c'est ça qui est bien, je trouve, en tout cas dans leur synergie chez Blob, c'est qu'on a Flo qui, effectivement, de par sa formation d'électrotechnicien, connaît quand même, hein, voilà, ce que je veux dire, c'est pas Flo n'y connaît rien, hein, loin de là, il connaît bien, mais il est plutôt la partie commerciale, corporate, on va dire, de Blob. Et on a Julien qui est vraiment la partie tech, techos, qui est effectivement qui se met peut-être un peu moins en valeur, alors qu'il fait un travail qui est exceptionnel, hein, qu'on voit beaucoup moins par exemple, mais qui est comme Flo tout aussi sympa, hein, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais moi quand je suis avec Flo, bah, il y a très très souvent avec nous forcément Julien, et on s'entend tous les trois extrêmement bien. Et alors d'un point de vue utilisateur, et donc là vraiment je vais me mettre pour le coup, je vais me mettre dans la peau d'un simple user et qui serait pas spécialement ami avec Flo et de ça. Ben moi j'ai vu l'installation des machines, j'y ai participé puisque je les ai installées, je les ai branchées. Donc je peux dire clairement que la façon dont ça a été fait, ben, c'est la façon dont, en tout cas moi, si j'avais dû le faire, je l'aurais fait. Donc je me serais mis exactement dans la même configuration qu'eux, j'aurais fait les choses de la même manière. Pour ce qui est de la partie voilà côté interface client, donc comme Flo l'a très bien expliqué, ils ont mis en place un système qui permet de prélever de façon passive, hein, sans avoir besoin que le client interagisse avec, notamment pour prélever l'électricité, parce qu'effectivement, hein, la facture électrique, quoi qu'il arrive, il faut bien la payer, et ce sont des machines qui consomment facilement 3000 watts. Donc même si tu as un tarif électrique qui est préférentiel, bah, ça représente quand même une petite somme d'argent. Et donc le fait que ce soit prélevé de façon automatique, je trouve que c'est cool, parce que ça t'oblige pas justement à te dire fin du mois, ah merde, il faut que j'envoie le virement à Blob pour payer la machine, pour avoir le truc. Et puis, comme Flo le disait, un point qui était une de leurs particularités, et qui était ce que eux voulaient absolument, c'est le fait que la machine t'appartienne réellement. Donc effectivement, quand tu te connectes à ta machine pour voir justement si elle mine et tout, et ben en gros, j'ai envie de dire, si tu étais en Islande et que tu avais la possibilité de rentrer dans le data center, en fait, tu pourrais aller la voir réellement sur place fonctionner, tu vois. Ce serait pas juste comme Flo le dit, c'est pas juste un tableau virtuel où tu vois des données qui montent, qui descendent, tu valides un bloc, tu valides pas de bloc, etc. etc. Tu as réellement une machine derrière qui fait son job de minage, et ça, c'est vrai que je trouve ça ultra sympa, quoi.
Ouais, il manque plus que la petite étiquette sur la machine avec le nom du Eh client ben, enfin, Eh ben, des propriétaires, pardon. j'ai Ouais. emmené la Dimo pour le faire, hein. Ah, parfait. Non, mais c'est top. C'est top. Vous avez vraiment poussé le truc jusqu'au bout. Et merci pour ce retour, Kevin. Je pense que c'est important que les gens se rendent compte. Enfin, c'est assez fou, cette nouvelle, ce nouveau service où en fait tu n'as plus rien à faire. Tu investis dans du minage de chez toi en France ou ailleurs et tu n'as plus rien à faire. Tu as juste des bitcoins ou d'autres cryptos si un jour vous minez autre chose qui tombent sur le wallet et vous n'avez rien à faire en soi. Juste consulter un tableau de bord. Exact. On est en train de développer ça pour Caspa aussi. Là, on a une flopée de machines Caspa qui arrivent. On a quelques clients qui en ont acheté là. D'accord. Et en nombre de machines, donc c'est une centaine actuellement sur la ferme? 150, ouais. 150 et il y en a une centaine qui arrivent là maintenant. D'accord. Et Donc on va Julien, être un donc peu c'est 150 important. machines. OK, d'accord. Et Julien que vous avez, à raison mis en avant, qui effectivement est un peu l'homme de l'ombre parce que j'ai jamais eu dans le podcast mais on parle beaucoup de lui et on sait que c'est une pièce essentielle. Lui, il est toujours sur place parce que du coup, il doit s'occuper des optimisations, des changements de machines ou ce genre de choses? Ou est-ce qu'il arrive quand même à être ailleurs et il y a des gens qui prennent le relais de temps en temps sur place? Comment ça se passe, tout ça? Non, Julien, il est avec moi. Enfin là, pas en ce moment, mais parce que là, il est en voyage en Russie, à côté de l'ancien data center qu'il avait monté à l'époque. Parce qu'il a trouvé l'élu de son cœur là-bas. Mais là, il va revenir pour CryptoSer. Donc, si tu viens, tu vas le rencontrer. Ça va être top. Et Julien, non, non, sinon, il habite à 15 km de chez moi. Et on travaille ensemble toute la journée en général quand on est en Alsace ou que je ne suis pas en déplacement. Et en fait, sur place, on paye un forfait au data center qui fait l'entretien et la maintenance des machines. Nous, on s'occupe de l'install de base. Donc, c'est ça qui est le 95% du boulot. Et ensuite, nous, à distance, avec l'accès VPN, on arrive à relancer les machines, voir s'il y a des soucis, ou faire les overclocks. On arrive quasiment à tout à faire à distance. Et si on a des relances à faire ou des petits ventilos à changer, on les laisse faire par le data center. Et si c'est un peu plus important, on se déplace, on va sur place de nouveau, quoi. On connaît le chemin maintenant. Ouais. D'accord, OK. Non, c'est un Donc peu oui, délégué. effectivement, vous Petite avez maintenance. quasiment tout le contrôle à distance pour 90% du truc et pour les petits branchements ou les petits changements, il y a des gars dans le data center qui sont habilités pour faire les dernières opérations, quoi. Exactement. Et pour les clients qui auraient un souci plus important sur les machines, alors il n'y a pas tous qui l'ont, mais on a un système d'extension de garantie qui fait que on a des machines qui vont baquer les machines des clients. C'est comme des voitures de courtoisie. Du moment que la machine d'un client a un souci avéré et qu'il faut l'envoyer en réparation, il y a une autre machine qui va prendre le relais de la machine du client. Une de nos machines, en fait, qui va prendre le relais et qui va miner sur le wallet du client. Et nous, on s'occupe de tout derrière, de l'envoyer dans un centre de réparation ou en garantie si elle est encore en garantie. Et le client derrière, il n'a pas le stress de dire j'accepte le devis, je refuse le devis, il faut le faire passer par la douane, il faut payer les frais, les trucs et tout. Nous, on a voulu vraiment le service le plus smooth possible. Alors bien sûr qu'il y a encore plein d'améliorations et d'automatisation à faire, hein, on n'a que 3 mois, mais on est vraiment sur la bonne voie et c'est hyper, je vais utiliser un mot, mais c'est hyper jouissif de recommencer une aventure comme ça, malgré qu'on est dans le mining depuis des années. Là, c'est vraiment la naissance de quelque chose de très grand et c'est vraiment un plaisir de se sentir épaulé aussi par les amis que je cite. Hein, je vais en oublier, ça va être horrible, mais il y a Kevin, il y a Audrey, il y a Benjamin Cohen du Crypto Daily, il y a tout le monde en fait, tous ceux qui nous ont épaulés dès le début. Et je serai éternellement reconnaissant parce que on partait de zéro de nouveau quasiment et franchement, on nous a vraiment bien aidés. Et encore merci à tout le monde, hein, franchement, pour ceux qui nous ont aidés, qui sont en train de m'écouter. Je vous le dirai jamais assez, hein. Franchement, merci. Ouais, bah, impeccable. Je pense qu'ils t'écouteront parce qu'il y a un message et puis je les taguerai s'il faut. Ils seront obligés d'écouter. Mais ouais, on sent qu'il y a une belle amitié derrière tout ça. Et à ce niveau-là, toujours sur la ferme, est-ce que des gens qui, par exemple, seraient dans l'audience voudraient, je ne sais pas, prendre part à l'aventure, il y a encore des places disponibles pour cette ferme-là? Je veux dire, en termes de stockage, vous avez encore de la place? Ou est-ce que après il y a d'autres projets d'expansion à d'autres endroits pour d'autres fermes? Ou comment ça va se passer? Alors, on est en train de voir sur un projet en Finlande, effectivement. Je pense qu'on va y aller. On regarde aussi sur les États-Unis avec un potentiel partenaire. On commence à regarder aussi dans des pays un peu plus exotiques parce qu'on se rend compte que il y a une demande quand même, hein, de clients qui ont envie de prendre du gros risque. Alors, je ne vais pas aller dans des pays où il y a du risque, on va dire du vrai risque, c'est-à-dire
ce que j'appelle du vrai risque, c'est de mourir, tout simplement. Hein. Ça, c'est le vrai risque. C'est-à-dire que C'est embêtant. C'est un risque embêtant. Ouais, c'est embêtant parce qu'en général, t'as qu'une vie dans ce jeu vidéo, donc j'ai pas trop envie. Mais on va dire des pays où il fait un peu plus chaud, où c'est un peu plus, voilà, on va essayer de voir si on trouve quelque chose dans ces pays-là. On est en train de regarder Oman, donc là-bas, Oman, c'est stable, hein, on parle, là, c'est quand même stable. On parle plutôt de climat en fait. Voilà, c'est plutôt de climat plutôt que de sécurité. Des climats plus chauds avec l'électricité moins chère, à voir. Mais en tout cas, pour le moment, pour la ferme en Islande, on a encore de la place. Je ne sais pas si on aura encore ad vitam aeternam, hein, parce que ça va très très vite. Par exemple, toutes les machines là pour janvier, elles sont toutes vendues. Décembre, elles sont toutes vendues. Donc là, on est plutôt sur des livraisons février-mars sur du S21 dernière génération. Mais il y a encore de la place. Ouais. Il y a encore de la place, mais dépêchez-vous. D'accord. Ok, c'est noté. Bon, en tout cas, il y a plein de choses à voir. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans un épisode dans quelques mois, quelques années, parce que ça va bouger. Je sens que ton œil d'entrepreneur va pas s'arrêter à une ferme en Islande. En tout cas, voilà, c'était très, très intéressant. Kevin, toi, tu vas revenir en Islande ou tu vas filer encore un coup de main s'il y a d'autres fermes qui se créent ou c'était juste un one-shot? Ah bah écoute, moi c'est ce que j'ai dit à Flo quand on a eu fini la partie qui nous avait intéressé. Moi je lui ai dit que s'il avait d'autres trucs, enfin d'autres fermes ou d'autres installations ou autres dans le même sens, moi c'est toujours avec plaisir parce que en dehors du fait que on peut le dire quand même, on a quand même bien bossé pour installer les machines, faire tout. Comme Flo l'a dit, il y a eu pas mal de péripéties et ça a quand même été un moment comment dire, compliqué par moment. Mais franchement, comme je disais, avec eux, ça a vraiment été que du plaisir. On s'est bien amusé et au final, on n'en garde que des bons souvenirs. Et donc moi, je l'avais déjà dit à Flo, s'il veut encore des coups de main, des trucs ou quoi, c'est toujours avec grand plaisir. Ouais, bah, c'est incroyable. Bah, merci à vous. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cette interview? Voilà, vous avez encore 1 ou 2 minutes si vous voulez partager quelque chose. Je vous donne la parole, sinon on terminera tranquillou cette interview. Tu Je vais y veux, aller. tu veux y aller, Flo? Ouais, je vais y aller. En tout cas, merci pour l'interview. Franchement, c'était un grand plaisir. J'espère que ce sera la CryptoCer, que vous serez tous là aussi à CryptoCer la semaine prochaine. Je ne sais pas quand va sortir ce podcast. Ça se trouve, ça sortira après, c'est trop tard. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de faire du partage d'expérience, des retours justement du terrain, voir que le minage de Bitcoin, non, on n'est pas mort pendant le bear market. Au contraire, on s'est solidifié, on a mis en place des process. Et si je devais tirer une vraie leçon de mon expérience entrepreneuriale de cette année, et que ce soit sur la crypto ou pas, on a tendance à penser, et moi le premier quand je suis arrivé dans cet écosystème, que c'est tout beau, tout le monde se fait des grands sourires, mais que tout est intéressé, etc. Et en fait, j'ai pu me rendre compte que c'est vraiment pas ça du tout, en fait. C'est qu'il y a une réelle bienveillance des gens, il y a un réel soutien, et de toute ma vie d'entrepreneur ou de salarié, j'ai pu le rencontrer qu'une seule fois. Ça, c'était dans mon équipe à l'époque à EDF, que j'ai adoré, ma première équipe, où c'était vraiment, on était comme des frères. Encore aujourd'hui, on s'entend très bien. Et j'ai pu retrouver ça dans l'écosystème crypto et surtout en bear market, en fait, là où tous les scammers et tous les profiteurs et les sauterelles qui passent d'un champ à l'autre sont partis sur l'IA ou d'autres choses. Euh, ou qui vont peut-être revenir pour les NFT ou pour d'autres trucs. Mais en tout cas, les vraies relations se sont faites là pendant le bear market. Et ça a été quand même une vraie surprise, en fait. Une agréable surprise de voir cet écosystème aussi soudé et aussi bienveillant. Ouais, et pour moi, je pense que j'allais dire un peu la même chose avec Flo. C'est vrai que c'est un écosystème où par moment, tu as l'impression que c'est rempli de requins, de gens qui sont là pour faire du profit à tout prix, et où ça peut même être un peu compliqué quand on a peut-être une vision un peu candide de la chose. En tout cas, moi, c'était et c'est toujours mon cas. Moi, je vis dans un monde où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde veut de la bienveillance, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Mais comme Flo l'a dit, il y en a encore. Et puis, moi, je suis extrêmement content d'avoir rencontré tous ces gens-là avec qui je partage ma passion, mon plaisir pour la crypto-monnaie, le minage, etc., etc. Et de voir que on peut vraiment passer de super moments, s'amuser et de ça, entre guillemets, comme si on s'était toujours connus, alors que ça fait déjà maintenant quelques années, notamment avec Flo. Mais voilà, ça c'est vraiment un bonheur de savoir qu'il y a des gens sur qui tu peux compter dans l'écosystème. C'est vraiment moi ce que je retiendrai de tout ça, quoi. Ah, fantastique. Effectivement, moi je suis d'accord avec vous. Le bear market permet aussi de plus facilement identifier les belles personnes avec les belles valeurs qui sont en adéquation avec
ce marché et les valeurs initiales de Bitcoin et des cryptos. Donc, vous en êtes l'exemple même parce que vous avez, via ce projet, lancé cette ferme de minage et je pense que les clients sont très satisfaits du service proposé par Blob. Donc, j'espère vous voir prochainement. Malheureusement, je ne serai pas à CryptoXer. Cet épisode, il sortira, si tout va bien, très prochainement, c'est-à-dire par exemple le lundi 22. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas se voir à CryptoXer. Mais ce n'est que partie remise. J'espère bien y aller l'année prochaine ou à un autre événement courant 2024. En tout cas, j'ai eu la chance de vous rencontrer déjà en amont à Surfin ou à d'autres occasions. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Florent. Et puis, n'hésitez pas. Si vous voulez repasser dans le podcast, vous êtes le bienvenu. Vous amenez toujours énormément de valeur à l'audience. Vraiment, je tiens à le préciser, c'est ce retour que vous avez fait aujourd'hui. C'est très précieux, ce genre d'expérience. Et donc voilà, c'est cool que vous ayez accepté mon invitation. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Salut à tous les deux. Salut Florence, salut Kevin. Et salut à toute l'audience. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine.